Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Europois et de l'Étampois. Nous sommes aujourd'hui avec Fadi Kassem et nous allons parler des origines de la démocratie en Grèce, Bonjour citoyen. avec tous les concepts qui ont été établis, les bases de la démocratie grecque, qui sont les fondements en fait de ce qu'on connaît de la démocratie. Il y a plein de termes que on devrait connaître en fait et qui sont à la base. Et on parle de beaucoup de choses sans connaître finalement le sens des mots. Toi, tu es prof d'histoire, Ouais. tu es un ancien de Sciences Po, Mhm. tu es prof d'histoire et passionné d'histoire, tu es gilet jaune aussi. Oui, depuis le 17 novembre 2018, hein, et même avant, parce qu'on avait déjà publié un communiqué de soutien, on savait que ça allait éclater, voilà. On est dans le mouvement, la souveraineté populaire. Donc, on commence la démocratie grecque. Alors, tout le monde parle de démocratie, ils ont que ça à la bouche, hein, ceux qui l'enterrent tous les jours, dans les médias ou chez les politiques, les politiciens professionnels. On va aller sur l'origine de la démocratie. De toute façon, tu sais, tu disais que je suis prof, et ce qui est vrai, c'est que le prof doit d'abord expliquer à ses élèves, ça veut dire quoi le mot concrètement, c'est la base. Et la base de la démocratie, pour bien la comprendre, lorsqu'elle naît historiquement, on dit souvent, on enseigne, ouais, c'est à Athènes, il y a 2500 ans, en gros, c'est à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, vers 508-507. Et ça naît, c'est important, à un moment où l'oligarchie pourrait revenir au pouvoir à Athènes. Et ce ne sera pas le cas. Alors, l'oligarchie, c'est quoi à Athènes? L'oligarchie, ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est en fait le pouvoir de quelques-uns, ça veut dire ça, mais même pas des meilleurs. Parce que l'aristocratie, aristoi, ça veut dire les meilleurs, les plus fortunés hein, généralement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce sont forcément les meilleurs. L'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, mais ça peut être de n'importe qui. Ça peut être quelques enseignants, par exemple. Je prends cet exemple volontairement. Ça peut être quelques financiers. Ça peut être quelques commerçants, vous voyez, quelques bourgeois. Bon, c'est ça l'oligarchie. En tout cas, c'est un pouvoir confisqué. C'est un pouvoir confisqué aux citoyens, hein, très clairement. Et quand la démocratie va se mettre en place à Athènes, il y a deux éléments fondateurs. Alors, juste une date Ouais. pour pouvoir situer. Alors c'est ce que je disais, c'est à peu près au moment de 508-507 avant Jésus-Christ. Donc on a la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on a appelé les réformes de Clisthène. Alors Clisthène, c'était d'ailleurs un aristocrate, hein, il faut le signaler. C'est un aristocrate, Clisthène, et c'est un aristocrate qui, en fait, veut éviter le retour de l'oligarchie parce qu'il sent que le pouvoir pourrait lui échapper. Et il se dit, bah, je vais mettre en place une démocratie avec l'espoir au départ d'un peu de la noyauté, mais ça va pas trop fonctionner, hein, le noyautage. Mais passons. Et il va poser les bases de la démocratie athénienne. Il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il faut savoir que jusqu'à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, on pouvait être esclave pour cause de dette. On était esclave pour cause de dette. Par exemple, je sais pas moi, un petit marchand, un potier, n'importe quoi, qui s'était endetté pour pouvoir développer son affaire, il pouvait tomber dans l'esclavage dans le cas de l'oligarchie. Bon, ça va être effacé, ça va disparaître. Par parenthèse, il était intéressant de revoir que l'esclavage pour dette a été officiellement, je dis bien officiellement parce que ça fait déjà un moment que ça existe, mais restauré d'un point de vue institutionnel en Grèce même. Qu'on se rappelle comment la Grèce a été massacrée par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le FMI et puis la Commission Européenne. Bien. Donc, d'une part, la suppression de l'esclavage pour dette. Et puis, d'autre part, un régime qui va reposer sur trois concepts que nous allons développer. Premièrement, le concept d'iségorie. Alors, ça veut dire quoi, pour faire simple? Parce qu'il y a à la base le préfixe iso, qui renvoie à égalité. La base de la citoyenneté, la base de la démocratie, c'est l'égalité. Et c'est ce que diront plus tard d'ailleurs des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau. En fait, ça veut dire que tout le monde a le droit à la parole, quel que soit son niveau de fortune, quelle que soit son origine, etc. etc. Alors, excuse-moi, Ouais, iségorie, ouais, donc c'est l'égalité de parole ouais, de tous les citoyens. On ne parle pas des esclaves, hein, parce qu'à l'époque, il y avait les esclaves et les femmes n'étaient pas tout à fait, considérées comme citoyens. tout à fait. Mais alors, l'iségorie, c'est l'égalité de parole. Mais alors, l'égalité de parole, si tu parles tout seul dans ton coin et que personne t'entend, c'est pas ça. On est bien d'accord. C'est devant l'agora. Sur la place publique. Disons tout simplement sur la place publique. C'est d'ailleurs la signification d'agora ou de forum dans le monde romain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel citoyen, non seulement peut prendre la parole, mais que sa parole a autant de poids que celle des autres. Et c'est là où on en revient aux critères de on s'en fout de la richesse, etc. Bon, c'est la première base. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a un CSA qui est censé réguler et qui en fait ne régule rien du tout, et mieux, qui a même supprimé le principe d'égalité, par exemple, entre les candidats
lorsqu'il y a une élection. Ce qui compte, c'est le principe d'équité. Et c'est tout le contraire de l'égalité, parce que l'équité, ça va en fait dépendre de ton poids de base. Et le poids de base, disons-le très clairement, il est lié à la fortune, à l'argent, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans une logique iségorique, si j'ose dire. On se souvient du plan com de Macron qui a fait ouais. plus de 10 000 apparitions presse pour précéder son élection. Bien sûr. Alors, en fait, là, tu es en train de nous dire que c'est l'égalité d'exposition des points de vue contradictoires devant l'agora citoyenne. Complètement. Si on met ça, on fait juste une aparté Bien pour sûr. la situation actuelle, c'est-à-dire l'égalité d'exposition des points de vue contradictoires, à la fois dans les réseaux sociaux, dans les masses médias, la presse, etc. Donc, il faudrait en fait que le CSA devienne un super CSA et puisse équilibrer et quantifier en fait pour tous les citoyens le même accès. Parce que, par exemple, il y a des anciens qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui sont juste devant la télé, et eux n'ont pas accès du tout à la parole qui s'est beaucoup plus libérée sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, ça voudrait dire que pour les personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, etc., il faudrait libérer des temps de parole pris sur les réseaux sociaux, mais diffusés sur les grandes chaînes de télévision hertziennes. Ce qui est certain, il y a un truc qui est sûr, c'est que bon, on est quand même 67 millions aujourd'hui. À l'époque, quand on parle de la démocratie à Athènes, il y a 40 000 personnes. Et encore, elles ne viennent pas toutes, parce qu'il faut voir qu'il faut se rendre à l'Agora. Et pour se rendre à l'Agora, à l'époque, il n'y a pas le train, tu n'as pas la voiture, donc parfois c'est des jours entiers pour aller jusqu'à l'Agora. C'est pas évident. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident, a priori de s'exprimer. En fait, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que tout est verrouillé. Donc, pour prendre le cas de figure que tu viens de citer, c'est impossible de faire parler à égalité 67 millions de personnes. Par contre, il est possible de faire entendre plusieurs sons de cloche différents. Et je vais prendre un exemple très simple, celui des Gilets jaunes. Est-ce qu'on a pu vraiment entendre les Gilets jaunes depuis 3 ans ? Absolument pas. Il n'y a eu que calomnie, désinformation, attaques répétées, sans que eux puissent véritablement exprimer leurs opinions dans les masses médias. Bien sûr, il y a Internet, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, ça compte. Mais il ne faut pas oublier le rôle central des masses médias. Comme tu disais, les médias de masse, parce qu'ils sont, on le sait très bien, sous le contrôle d'une petite clique oligarchique, que tu as rappelé à raison, et qui a joué un rôle central dans l'élection de Macron. Donc l'iségorie, ce serait effectivement qu'un super CSA assure véritablement un accès à toutes les opinions qui, à un moment donné, s'agrègent en grands courants. Et il y a des grands courants qui sont absolument censurés. Et dans le cas des Gilets jaunes, ça a été très frappant. Alors, ce super CSA, bien évidemment, sous le contrôle du peuple. Par définition. Mais par définition, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire au CSA et la réponse c'était va te faire voir. Va te faire voir. Va te faire voir parce que de toute façon, tu ne représentes rien. Enfin, pas moi personnellement, mais dans une organisation dans laquelle je milite. On nous disait non, mais c'est bon, les points de vue sont déjà présents, il n'y a pas de problème, et vous ne pesez pas grand-chose. Mais à ma connaissance, il me semble que Macron, à la base, ne pesait rien du tout avant d'être propulsé superstar de la télévision. Et en fait, là, ça permettrait de casser le narratif. Par exemple, là, sur la pandémie, pas la pandémie, la pandémie actuelle, ça permettrait de casser le narratif de propagande officielle, rien que pour les traitements précoces. Notamment. Le deuxième point, le deuxième concept, c'est l'isonomie. Ouais, ça c'est le deuxième. Donc on a parlé de l'iségorie, c'est la première base que posait Clisthène en 507 avant Jésus-Christ. La deuxième, c'est l'isonomie qu'on peut traduire de 2 manières complémentaires. D'abord, une égalité devant la loi. L'égalité de tous devant la loi. Alors ça peut paraître évident, mais je signale que même aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et pire que ça, on le voit bien, avec le satané pass vaccinal qui va être mis en place, on est en train de créer une inégalité. Un apartheid. Devant la loi. Ça, c'est le premier point. Et puis, une égalité des droits également. C'est-à-dire que tout le monde, là encore, on revient à cet exemple que je viens de citer, c'est que tout le monde, quelle que soit sa situation de santé, physique, d'origine, de je ne sais quoi, a les mêmes droits. C'est le principe de base. Je le dis parce qu'à Athènes, il faut savoir que les citoyens, en fait, ils n'habitaient pas forcément dans la ville même. Ils n'habitaient pas dans ce qu'on appelait l'ourps, ça donnait urbain. Ils habitaient également dans la campagne environnante. Donc ils venaient. Et donc on s'en foutait de savoir de quelle campagne ils venaient, de quel coin ils étaient issus, etc. Ce qui comptait, c'était qu'ils avaient tous les mêmes droits et tous la même capacité de prendre la parole sur l'agora. Alors là, pour revenir à l'isonomie, actuellement, la loi est extrêmement complexe,
faites à dessein. Et si tu n'as pas dans ta famille un avocat, ou si tu n'as pas les moyens de te payer un avocat, grosso modo, tu ne peux pas faire respecter tes droits. C'est extrêmement compliqué parce que, alors il y a ce qu'on appelle les commis d'office, mais enfin bon, très franchement, c'est pas les meilleurs avocats du monde, on le sait très bien. Bien sûr que nous avons une justice qu'on peut, disons-le clairement, qualifier de classe, et pour une bonne raison. Pour Justice des riches. Bien sûr, bien sûr. Hein, on se souvient de Bien Sarkozy sûr. avec son petit bracelet. Oui. Voilà, il reste à la maison. Il y a eu un cas spectaculaire l'année dernière, c'était Patrick Balkany. Le type, c'est quand même l'un des plus gros corrompus qu'on a dans notre classe politique. Il se fait libérer tranquillement et il peut aller parader, danser à Levallois une fois qu'il a été libéré au moment de la fête de la musique. Et le plus marrant, c'est d'entendre les complices de l'oligarchie sur CNews qui sont en train d'expliquer que le pauvre Balkany, il a été victime d'une cabale judiciaire, alors que pour une fois que la justice sanctionnait un corrompu. En réalité, il faut bien comprendre, moi je le dis d'autant plus que j'aime bien dire ça à mes élèves, je leur dis souvent, vous savez, est-ce qu'il y en a qui veulent faire du droit? Je leur pose la question. Ouais. Je dis, n'oubliez jamais une chose, c'est que la loi, le droit, c'est le résultat, le produit d'un rapport de force. Et d'un rapport de force de classe avant tout, c'est-à-dire en fonction de la classe dans laquelle on est, la classe bourgeoise, etc. Ça compte. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, en Angleterre, par exemple, un vol de mouchoir, ça pouvait déboucher sur la peine de mort. Voilà. On en est à ce genre de loi, éventuellement. Or, on voit très bien que ce genre de loi est absolument inique, injuste dans le sens, ça ne va pas dans le sens de la justice sociale et de l'égalité. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'à Athènes, alors évidemment, le nombre est plus réduit. Il n'y a que 40 000 citoyens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais quand on est à Athènes, malgré tout, à cette époque, on ne se pose pas toutes ces questions d'origine, de trucs, de machin. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on voit bien que les lois qui sont passées avant tout aux intérêts d'une petite caste, d'une petite classe. Et très souvent sous l'influence, et on le sait parfaitement, ça a été démontré pour le Parlement européen, c'est pareil d'ailleurs à l'Assemblée nationale, sous l'influence de grands groupes de pression qu'on appelle des lobbies. Très souvent pharmaceutiques, industriels, ou que sait-on encore. Alors, on a vu l'iségorie, l'isonomie, et maintenant l'isocratie. D'ailleurs, on l'a fait progressivement. On débouche sur le plus important. L'isocratie, ça vient du mot grec kratai, le pouvoir. Et iso, c'est l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'égalité d'accès au pouvoir. Donc tout le monde peut accéder au pouvoir, mais attention, sans en abuser. Parce qu'effectivement, si quelqu'un commence à abuser du pouvoir, la démocratie n'existe plus par définition. On tombe soit dans l'oligarchie, soit pire, dans la tyrannie. On tombe dans la tyrannie. Mais alors là, ça nous pose la question du mandat représentatif. Ouais. Actuellement, on est en mandat représentatif. Le mandat impératif est interdit, enfin pas interdit, mais considéré comme nul dans l'article 27 de la Constitution actuelle. Ça nous met la question du mandat impératif et révocatoire. Oui, mais d'après toi, pourquoi ils n'ont pas mis le mandat impératif? Parce que c'est un contrôle. Et ça fonctionnait sous la Commune de Paris. Tout à fait. 72 jours, 2 millions de personnes gérées sous mandat impératif et révocatoire. Et ça fonctionnait parce que justement, s'exerçait véritablement la souveraineté populaire. Parce que, en fait, aujourd'hui, le terme de démocratie, il n'a plus aucun sens en France depuis un moment. Même avant 2005. C'est vrai que 2005, c'est un grand tournant parce que lorsque 55% des Français rejettent la pseudo-constitution européenne le 29 mai 2005 et que 3 ans après, elle passe quand même sous le nom de traité de Lisbonne, par le biais de la voie parlementaire, cette fois-ci, ça veut dire que c'est fini la démocratie, c'est terminé. Donc le système actuel, il se drape sous le nom de démocratie, mais en fait, il est complètement illégitime. Oui, complètement. Et il n'a rien à voir avec la démocratie. Non, absolument pas. Parce que l'erreur, c'est de croire que, je ne dis pas que tout système représentatif serait forcément non démocratique, mais ce qui est certain, c'est que le système représentatif tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle dans plein de pays, pas qu'en France au demeurant, comme il est corrompu, comme il est basé sur le pouvoir de quelques-uns, d'une petite caste qui obéit à d'autres intérêts que le bien commun, l'intérêt général. D'autres allégeances, on va dire. On va dire d'autres allégeances. Eh bien, effectivement, par définition, ça ne peut pas être ça la démocratie. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a plus de souveraineté populaire. On n'est plus souverain en rien, que ce soit sur la question monétaire, sur la question budgétaire, sur les lois même, puisqu'il faut transposer les directives émanant de Bruxelles, etc. Sur des tas de sujets, on n'est plus souverain en rien. Alors, pour revenir sur l'isocratie, actuellement, en France, on a 2 exemples où on n'est pas en isocratie. Ce sont les 500 signatures pour l'élection présidentielle, cette arnaque-là, et les grands électeurs, le Sénat.
Ça, c'est pas l'isocratie. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Sénat a été mis en place à partir de la Deuxième République, et encore plus, enfin surtout sous la Troisième République, au demeurant c'était plutôt sous la Troisième République, pardon. Pourquoi? Parce que sous la Première République, il n'y avait pas de Sénat, au moment de la Révolution française. Et on s'est dit, oulala, c'est dangereux, la volonté populaire, d'autant plus que les sans-culottes commençaient à prendre du poids. Et puis, le coup des 500 maires, c'est encore plus extraordinaire. Ça a été mis en place officiellement pour empêcher des candidatures dites farfelues. Donc déjà, on voit qu'on n'est pas du tout dans une logique démocratique. Il y aura des candidats farfelus et des candidats sérieux. Les candidats sérieux étant bien entendu les candidats issus de l'oligarchie. Mais ce qui est pire sur les 500 maires, ce que beaucoup oublient aujourd'hui, et c'est pour ça que même des personnes que je suis loin de porter dans mon cœur, très loin de là même, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, galèrent pour avoir les 500 signatures. Pour quelle raison? Parce que les maires sont obligés désormais de déclarer leur nom après avoir parrainé un candidat. Donc non seulement on a mis en place un système de parrainage qui est opaque à la base, mais on l'a rendu encore plus pervers parce que dorénavant les maires doivent donner leur nom. Or, ils sont tenus par quoi les maires? Évidemment, ils sont tenus par des financements qu'ils recevront soit de partis corrompus, soit d'institutions qui les emprisonnent dans le cadre des espèces d'intercommunalités qui est en fait de la supracommunalité. Fadi Kassem, merci pour toutes ces explications sur les origines de la démocratie et sur les concepts d'iségorie, d'isonomie et d'isocratie. Des termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui en fait sont à la base du non-fonctionnement, je dirais, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que nous, on est là pour les appliquer, ces termes-là. Force et honneur, on lâche rien les amis. On lâche rien.